À plus de 40 ans, Faustine Bollaert, présentatrice télé très appréciée en France, n'est plus un nom inconnu du public. Au fil des années, elle a honoré l'écran d'un sourire doux, d'une conversation sincère et d'une profonde empathie pour les personnes qu'elle interviewe. Cependant, malgré sa gentillesse et son ouverture d'esprit sur scène, la vie privée de Faustine a toujours été gardée secrète par elle comme un espace privé inviolable. Au cours des 2 dernières années, les médias et les fans ont remis en question à plusieurs reprises la vie amoureuse de Faustine. Il y a eu des images fugaces, des apparitions avec un homme lors de soirées intimes, mais elle n'a jamais officiellement confirmé la relation. Personne ne sait avec certitude qui est cette personne, ni s'il s'agit d'un ami proche, d'un collègue ou de quelqu'un de spécial dans son cœur. Et puis, dans un talk-show télévisé, une émission qu'elle animait elle-même, Faustine a surpris toute la France en déclarant avec douceur, les yeux brillants d'émotion, la vérité que beaucoup attendaient depuis longtemps, je me suis mariée. Et ce fut la meilleure décision de ma vie. Sans ostentation, sans bruit, sans exhiber la bague ni célébrer un mariage grandiose, Faustine Bollaert choisit de vivre fidèle aux valeurs qu'elle véhicule toujours à la télévision, sincère, profonde et pleine d'émotion. Elle a dit qu'après 2 ans de rencontres en silence, après des soirées à 2 autour d'un verre de vin et des histoires de vie, elle a réalisé qu'elle avait trouvé la personne avec laquelle elle voulait vieillir. Le partenaire de Faustine était un écrivain, introverti, doux et calme. Ils se sont rencontrés par hasard lors d'un entretien, et à partir de là, la relation s'est lentement développée. Pas de bouquet de fleurs quotidien, pas de promesses en l'air, juste de l'écoute et de la compréhension, quelque chose qu'elle a toujours recherché mais qu'elle a rarement trouvé dans le monde chaotique du divertissement. Dans son partage ému, Faustine n'a pu cacher sa joie de pouvoir l'appeler « Marie ». Nous ne nous sommes pas mariés pour impressionner, a-t-elle déclaré. Nous nous sommes mariés parce que nous ne pouvions pas imaginer la vie l'un sans l'autre. Ils ont organisé une petite cérémonie, avec seulement la famille et quelques amis proches. Pas de projecteur, pas de flash d'appareil photo, juste des rires chaleureux et des larmes de joie. La nouvelle du mariage de Faustine se répandit rapidement, et ce qui réjouit le public n'était pas seulement le fait qu'elle avait trouvé le bonheur, mais aussi la façon dont elle vivait fidèle à elle-même. Dans une société où la célébrité implique parfois de devoir tout partager, Faustine a habilement gardé pour elle les choses les plus sacrées. Et maintenant, prête, elle a choisi de sortir avec confiance, compréhension et émotion. Sa famille, et en particulier ses 2 jeunes enfants, est la raison pour laquelle Faustine réfléchit soigneusement à chaque décision. Elle a dit un jour, « Je veux que mes enfants grandissent avec l'image d'une mère heureuse, forte et honnête. » Et maintenant, il me voit sourire davantage. Son partenaire est également aimé par ses enfants et appelé par de doux surnoms, montrant le lien naturel entre les membres de cette nouvelle famille. Même si elle était mariée, Faustine n'a pas changé son mode de vie. Elle travaille toujours dur, anime toujours des émissions sur des histoires de vie, de la joie à la douleur, avec respect et tendresse. En fait, c'était une nouvelle lumière dans les yeux, une paix de l'esprit que seuls ceux qui aiment et sont aimés complètement peuvent avoir. Dans une société turbulente et parfois froide, l'histoire d'amour tranquille mais vraie de Faustine Bollaert est comme une douce brise, réchauffant le cœur de nombreuses personnes. Cela prouve que le bonheur n'a pas besoin d'être affiché, mais seulement vécu correctement dans des choix significatifs et dans le respect mutuel. Aujourd'hui, lorsque le public voit Faustine à la télévision, il ne voit pas seulement une présentatrice professionnelle, mais aussi une femme qui a surmonté des traumatismes et des nuits solitaires pour retrouver la foi en l'amour. Un amour suffisamment fort pour résister aux tempêtes et rester pour toujours. Bien que son nouveau mariage ait apporté à Faustine Bollaert chaleur et sécurité, il est indéniable qu'elle a connu la solitude, la perte et même le doute de soi à de nombreuses étapes de sa vie. Derrière l'image d'une présentatrice de télévision confiante et émotive se cache une femme qui a autrefois lutté contre le silence dans sa propre âme. Avant de trouver le bonheur, Faustine a passé de longues journées à vivre entre le travail et la solitude. En tant que personnalité publique, elle apparaît régulièrement devant des millions de téléspectateurs, écoutant et partageant les histoires des autres. Mais paradoxalement, plus elle comprenait la douleur des autres, plus elle se sentait vide lorsqu'elle retournait dans sa maison tranquille, où personne ne l'écoutait. Ce sont ces expériences qui ont aidé Faustine à mûrir émotionnellement. Elle a compris que le véritable amour n'est pas un bourdonnement romantique passager, mais une présence constante et silencieuse. Il n'a pas promis d'apporter quelque chose de grand. Il reste simplement à mes côtés, tranquillement, tous les jours.
Et c'est ce qui me fait me sentir vraiment aimée, confiait-elle un jour lors d'une interview privée. La carrière télévisuelle de Faustine a également connu de nombreux hauts et bas. Depuis ses débuts en tant qu'animatrice de radio jusqu'à devenir un visage familier des talk-shows psychologiques, elle a toujours dû travailler 2 fois plus dur pour s'affirmer dans un environnement compétitif et difficile. Il y a des émissions ratées, des projets annulés, des critiques injustes. Mais Faustine n'a jamais abandonné. Elle a choisi de regarder les histoires humaines qu'elle partageait. If you do it in an hour, you know, there's no way that you're going to engage with every single student in an hour doing that. So I think we need to look at the learning design. There are tools as well for doing this. You know, I think Mike was referring to HyFlex in the chat. You know, when we've got students coming in from home and students that are in situ. So there are tools that are doing it. JISC is working on a system at the moment, virtual classroom system, that we're trialing in a few places, and that seems to be good. But then we've got to sort of think about the cognitive load of the technology on the lecturer. So the lecturer is also having to operate all these systems as well as delivering the content. And I think we need to start thinking about, well, what's the most effective way for that particular content? And the thing that I hear most from students isn't actually about content. I mean, does content really matter that much now? You know, education is about engagement and connecting to others. That's how I feel about it. You know, even assessment, it's all about engaging with something. And I think that's what we need to focus on. We need to focus on systems and tools and processes and learning designs that allow for greater experience of engagement and working together and engaging with the content, but not about transmission of content. You know, I mean, surely that's something we've broken now. Okay, thank you, Laurie. Claire, I'd like to come to the point that Laurie raised about workload for staff, something you was literally teaching before you joined us today for this discussion. Do you think there's enough being done to assess what is a reasonable amount for educators to do now in terms of both, you know, sort of adapting their courses for in-person and online, and is there more requirement for engagement when you migrate something to digital? Does it get rid of some barriers that were previously in place that perhaps made it easier to plan, deliver, and assess students? Yeah, this is obviously something as somebody in a kind of leadership position that I really worry about, actually. So the kind of load, and there are all sorts of loads for an academic. So there's the general how many hours you're putting into designing something, of course. But there's also the kind of emotional load. So sometimes you have the experience as an academic when you're trying to do a session where you are the responsible for the energy in a room. And I remember, you know, I say to lots of quite junior academics, you're not responsible for the energy in a room. It is not, you don't have to give all of yourself out in order to develop a good student experience. And because of the focus on student experience and when we watch TED Talks and we see these really engaging speakers, I think there's a huge emotional load and mental load for academics